Bonsoir et merci de nous faire confiance. Le thème de l'émission ce soir, le statut du joueur fédéral, mis en place le 1er septembre 2019. D'abord, pourquoi un tel statut qui peut en bénéficier, les avantages et les inconvénients? Autant de questions que vous vous posez auxquelles, évidemment, vous aurez la réponse ce soir avec les invités que j'ai réunis sur le plateau. Jean Dartron, président de la Ligue guadeloupéenne de football, bonsoir. Bonsoir. Juste à côté de vous, Madame Jacqueline Beauliron, vous représentez la collectivité régionale et vous êtes chargée de mission. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Thierry. Alex Vignal, qui devait normalement représenter la collectivité départementale, malheureusement, il n'est pas présent, j'ai presque envie de dire, qu'il brille par son absence. Enfin, on ne sait pas pourquoi. Pour vous interroger, Gaël, il est là, Gaël de Caraïbes Sport, et notre consultant, à savoir Steve Masson. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Richard. Le 13 avril 2019, et oui, à l'espace régional, au Rézé, vous êtes réunis, quand je dis vous, je fais allusion évidemment à la Ligue et les deux collectivités majeures et les organisations patronales, pour arrêter un cadre de la mise en place dans le football local géré par vous, Jean Dartron, donc la Ligue. Ce cadre, c'est le statut du joueur fédéral. C'est ainsi que vous avez œuvré la signature d'une convention. Qu'est-ce qui vous a séduit à la région dans ce projet au plan départemental? C'est la question que je vais d'abord vous poser. Mais Jean Dartron, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur ce qui s'est passé le 13. Ce qui s'est passé le 13, c'est l'aboutissement d'une longue réflexion. Il y a deux éléments à prendre en compte. Nos meilleurs joueurs s'en vont très tôt. Je dirais même nos joueurs moyens maintenant intègrent des structures ou cherchent à se positionner par rapport au football, parce que le football, par rapport à la dimension médiatique que ça a pris ces 20 dernières années, c'est pour beaucoup de jeunes, voire des familles, un élément de perspective d'avenir dans la passion de leurs enfants, des jeunes. Et puis, ce football qui est souvent critiqué, notre football a baissé, ce n'est plus comme avant. Il fallait repositionner la réflexion et au lieu de se lamenter, mais réfléchir. Et le constat est là. Disons sur 10 footballeurs, je ne dirais pas de talent, mais de bon niveau, il y en a 7 qui quittent le territoire et en plus nous reviennent sans un diplôme, sans même le baccalauréat, dégoûtés du football parce qu'ils ont rêvé, ils sont passés dans des clubs, ils ont servi, ils reviennent à 30 ans, 25 ans et on voit bien que ces jeunes revenant sur notre territoire, ça appauvrit notre jeunesse. Et puis, pas seulement pour le football, mais le cœur de la jeunesse de la Guadeloupe s'en va, quitte le pays. Donc il fallait qu'on réfléchisse comment dans une structure qui fonctionne sur l'Hexagone, au sein de la Fédération française de football, on ne peut pas, nous, trouver la structure, la formule qu'il faut, la méthode pour que nous puissions adapter ceci chez nous. Alors, il est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs ligues, 2 ou 3 ligues, j'ai visité, notamment la Ligue du Rhône, à l'époque qui n'était pas encore dans cette grande région. Je suis allé du côté d'Amiens, j'ai vu travailler les ligues, et d'ailleurs en Normandie aussi, je suis allé, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai envoyé 2 de mes vice-présidents, M. Ramlal et M. Yakou, visiter des clubs à statut fédéral. Et à partir de là, on a tiré des enseignements. On a vu que le contexte économique ne nous permettrait pas de pouvoir mettre ceci en place sous la même forme. Donc on a travaillé avec les collectivités et ce jour d'avril, qui parrainé d'ailleurs par Feu Pape Diouf qui nous a quittés depuis, était rassembler l'ensemble des décideurs guadeloupéens, l'ensemble, le patronat compris, l'État compris et les 2 collectivités majeures du territoire pour réfléchir et amorcer cette réflexion. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a pris un petit peu de retard? Pourquoi je parle de retard? Puisque ça fait des années et des années que ce processus existe justement en France hexagonale.
On ne peut pas appeler ça du retard, parce que les clubs ont un contexte économique et un accompagnement même de la fédération qui n'a rien à voir avec chez nous. Par exemple, je sais qu'un club qui va quitter la Nationale 1, qui va accéder en Ligue 2, un club qui va quitter la Nationale 3 pour accéder en Nationale 2, a une enveloppe d'accompagnement. Alors, n'ayant pas accès à ce type de structure pour aller plus haut, eh ben, nous regardons et nous n'arrivons pas à avancer. Et si nous étions partis sur un problème de retard, on n'avancerait pas. Le contexte n'est pas le même. Il fallait penser différemment, il fallait proposer. C'est pourquoi actuellement nous sommes en expérimentation. C'est-à-dire au bout de 2 ans avec la fédération, nous allons faire le point, nous allons faire le bilan avec les collectivités pour savoir si c'est pérenne. Parce que nous avons quand même un repère qui est à La Réunion. À La Réunion, quand ceci a été mis en place, au bout de 2 ans, ça a été de grandes difficultés financières. Qu'on appelait à l'époque le semi-professionnel. Voilà. Ça a été des grandes difficultés. Il a fallu que la région de La Réunion vraiment mette la main à la poche pour éviter que le football s'effondre et que ça devienne pas une catastrophe, je dirais, régionale à l'époque. Donc on a pris des précautions. D'ailleurs, lors de ce séminaire, on avait présent avec nous la Commission nationale de contrôle des clubs, d'accord, qui a découlé à la mise en place d'une commission régionale de contrôle des clubs, qui fait que nos clubs sont accompagnés de manière très rapprochée sur ce domaine, parce que vous savez bien, les clubs, bien souvent, ce sont des bénévoles, des gens qui sont là par le passion de football avant de penser d'être dans une structure administrative ou comptable précisément. Madame Broliron, je finis quand même par prononcer votre nom convenablement, excusez-moi. Vous êtes chargé de mission, j'ai dit auprès de la région. Mais qu'est-ce qui vous a séduit, justement, dans ce projet au départ? En fait, le président du conseil régional a accepté d'accompagner la Ligue de football, fait, dans la mise en place du statut de joueur fédéral, en fait, pour 3 raisons principales. Donc, la première raison, c'est vrai que, la collectivité a vu en ce dispositif un projet innovant et un projet vraiment d'insertion sociale, d'insertion en fait des jeunes par le sport. Oui. Donc ça c'était donc déjà important puisqu'en fait dans la mise en œuvre de ce dispositif il y a le volet donc formation puisqu'en fait monsieur Dartron expliquera tout à l'heure, c'est un des contrats. C'est un contrat d'1 an renouvelable 4 fois. Donc, c'est le maximum 5 ans. Donc, au bout du dispositif, ce sont des jeunes qui sont recrutés et à l'issue donc, du dispositif, il faut quand même qu'ils aient un parcours, donc qu'ils aient une formation. Et donc, la collectivité régionale a décidé de mettre vraiment l'accent sur ça. Donc, sensibiliser les clubs à vraiment mettre en place des actions de formation pour ces jeunes, pour qu'ils puissent avoir quelque chose quand ils auront, donc, quand ils n'auront plus ce statut-là. Ça, c'est la première raison. La première raison, c'est la mise en place de la commission. La deuxième raison, peut-être. Comment ? La deuxième raison. La deuxième raison, excusez-moi, c'est la mise en place de la commission régionale du contrôle des clubs, qui a été donc voulue par la Fédération française de football. Et en fait, c'est quelque part, ça sécurise tout financeur de voir qu'il y a une commission avec des membres indépendants qui est mise en place sous l'autorité de la direction nationale du contrôle de gestion, ADNCG. Donc ça c'est quand même une garantie pour la collectivité régionale pour, quant à l'utilisation en fait, des fonds qui seront alloués. Donc on sait qu'il y a une commission qui gère, qui contrôle, qui peut contrôler les clubs, ça c'est important. Et la troisième raison, qui est quand même au niveau du football, ça permet aussi d'élever le niveau du football guadeloupéen. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas aussi négliger. Ce sont les 3 raisons principales. Avant de laisser la parole justement à Steve et à Gaël, alors Jean Dartron, quelles sont les modalités en fait du statut du joueur fédéral? Les modalités, c'est-à-dire c'est un joueur d'ailleurs qui, du moment qu'il a signé son contrat, est à disposition de son club, ça dépend, c'est un contrat qui peut aller de 21 heures jusqu'à 35 heures. À tout moment, le club peut mettre les entraînements le matin, l'après-midi, le soir. Bon, le joueur a un certain nombre d'heures à faire dans la dimension football. Maintenant, ça dépend ce que le club mettra dans le contrat, parce que c'est un contrat de travail, donc ça peut aller beaucoup plus loin. Mais n'empêche que ça permet aux joueurs de trouver plus de temps pour s'entraîner.
d'être à la disposition de son club et, comme l'a dit Mme Boliron, être plus performant sur le temps football. Mais ce qu'on peut aussi noter, c'est que il s'agit pour nous de privilégier surtout les jeunes qui ont, bien entendu, quand le président va recruter son joueur, il voudra un joueur soit pour jouer en avant-centre, soit pour jouer gardien, soit pour jouer arrière, mais aussi un joueur capable de porter un plus dans le club, porter une dimension supplémentaire technique dans le club. Et lorsqu'on voyait, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes, c'est ce qui m'a interpellé, des jeunes Guadeloupéens que j'ai rencontrés en Normandie 2, j'en ai rencontré un dans la région parisienne, et quand j'ai vu ce qu'ils gagnaient et la manière dont ils étaient utilisés par les clubs, je me dis que ça, quand même, on est capable de faire ça en Guadeloupe. Alors, priorité d'abord aux joueurs locaux, on est bien d'accord? Non, mais il faut que ça ait du sens. Oui, parce que... Dans la définition, Mme Belon l'a bien présenté, il s'agit en même temps que cette période soit une période de tampon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes plus âgées qui vont jouer, mais ce n'est pas dans le même objectif. La priorité, les jeunes, parce qu'il s'agit pour nous je prends un exemple. Un jeune va signer un contrat dans un club X. Il a fait 2 ans, 3 ans, voire 5 ans. Mais au bout, notre objectif, c'est aussi que ce jeune soit formé pour certainement continuer à jouer au football, mais surtout avoir un avenir professionnel qui ne sera pas dans le football. Nous n'avons pas de football professionnel ici, il ne pourra pas intégrer un professionnel. Maintenant, il se peut aussi que dans le cadre du statut fédéral, comme ça se fait de temps en temps, c'est déjà fait pour certains, exceptionnellement, ce jeune homme puisse intégrer un club pro à 19 ans, à 20 ans, alors qu'il a pu continuer à s'entraîner. Le fait qu'il était en statut fédéral, il avait plus de temps d'entraînement. Et surtout, cela permet de préparer l'avenir. On peut considérer ceci comme un socle dans le temps qui permet aux jeunes de se positionner professionnellement. Il peut demain être un expert comptable, mais pendant qu'il était, je dirais, en statut fédéral, il a pu professionnellement se préparer dans un autre cadre. Moi, j'en connais un qui a signé un contrat statut fédéral cette année et qui, parallèlement, est en train de s'inscrire. Il s'est inscrit pour être, j'ai pris l'expert comptable, mais bon, pour être dans la comptabilité d'une entreprise. Il a trouvé parallèlement une formation, le club l'a accompagné. C'est ça, donner du sens. Si nous voulons, d'une part, que le football serve vraiment à notre jeunesse, parce que ça a été un moment. Moi, je dis qu'il a, dans les années, fin des années 70, début des années 80, qui est l'année où j'étais plus dans le football par rapport à mon âge et par rapport à l'expérience de ceux qui m'encadraient, je voyais. Je peux dire qu'il suffit d'être bon footballeur pour intégrer des structures, soit Air France, soit la COLA, soit l'éducation nationale. Maintenant, on n'a plus cette possibilité. Il faudrait, par rapport à ce que nous avons comme moyen, pouvoir passer à autre chose. Steve. Ouais, c'est difficile en fait, de passer en comparaison par rapport au contrat fédéral qui est en métropole, parce que les budgets des clubs sont totalement différents, les aides aussi, je suppose, départementales de la région sont différentes, donc, et les moyens avec les budgets qui sont moindres, quoi. Donc la difficulté là que pour l'instant on a une première année d'expérience avec en plus la crise, donc c'est savoir est-ce qu'il y a eu une critique par rapport à cette première expérience au niveau de la Ligue, une analyse de la première année qui a été prise. Parce que là, on voit que beaucoup de joueurs fédéraux qui ont été pour la première année ne continuent pas dans le même club et vont ailleurs. Donc, savoir un petit peu, est-ce qu'il y a eu un bilan par rapport à la première année, qui a été un petit peu éteinte par ce corona. Bien sûr qu'il y a un bilan. Il y a un bilan financier, il y a un bilan technique. Le bilan financier, c'est avec la DNCG. Non, ça c'est pour le contrôle des clubs. Ouais, le bilan financier, c'est notamment avec nos partenaires, la région et le département. D'accord. Ça a tenu comme on l'a prévu, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, ça a été une année... déjà, c'est une expérience sur 2 ans. Donc, au bout de 2 ans, avec la Fédé... Donc, à mi-parcours, nous sommes en train de faire le bilan avec la Fédé en ce moment-là. Oui. Nous sommes en train de faire le bilan avec les 2 collectivités, régionales et départementales, pour savoir s'il y a à réguler, s'il y a à rectifier, pour corriger. Donc, ça, c'est clair qu'on ne va pas se situer mettre dans la continuité sans se poser la question. Le bilan en est là. Cette première année a été une année de tâtonnement aussi. Bon, les clubs ont hésité. Certains clubs, d'ailleurs, il y a 4 clubs qui ont fait signer... pratiquement le dernier jour de janvier, pratiquement le 30 janvier. Donc le joueur a été en contrat fédéral pendant pratiquement 3 mois.
Parce qu'en mars, on est tombé dans la Covid-19, voilà. Donc, non, je pense qu'on a mis le pied à l'étrier en 2019-2020. 2020-2021, c'est confirmation pour qu'au bout, nous montrons à la fédération, on a inventé quelque chose qui n'existe pas ailleurs, parce que la méthode qu'on a mise en place n'existe nulle part. En majorité, les clubs de l'Hexagone sont accompagnés par de très grandes entreprises. Et d'ailleurs, la plupart des clubs maintenant fédéraux, quand on voit de leur président, c'est le chef d'entreprise même. Voilà, donc, il y a un système qui existe là-bas et qu'on ne veut même pas aborder. C'est pourquoi dans nos discussions avec le patronat, ce n'était pas pour entrer dans le même schéma. C'est ça la différence? Ce n'est pas pour entrer dans le même schéma, mais dans un schéma d'accompagnement du club sur le projet du joueur, d'accord, sur peut-être un financement plus important du club, mais ce que les entreprises font avec le statut fédéral en Guadeloupe, on ne va pas retrouver ce schéma en Guadeloupe, on n'a pas le tissu économique pour. Mais est-ce que, justement, par rapport à... Parce que l'année dernière, je sais qu'il y a eu une petite polémique, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a eu que 2 joueurs qui ont été pris en charge par le département et la région. Alors, je ne sais pas si... Il n'y a pas que 2. C'est 2 par C'est club. 2. Oui, c'est 2. Les deux collectivités ont choisi. Les clubs ont droit à 5 joueurs. C'est ce que dit le statut. 5 joueurs. Oui. Voilà. Et les collectivités ont décidé d'accompagner les clubs sur le financement à 50% de 2 joueurs. Voilà. Et combien dans le championnat de clubs ont utilisé le statut fédéral? Alors, je crois qu'il y en a eu 6 ou 7 clubs. Ouais. Je crois que 7 clubs, oui. D'accord. On en reviendra peut-être en cours de l'émission, Voilà. mais moi, c'est là que ça m'intrigue un petit peu. Et c'est qu'à un moment, je pense que le championnat a trop d'équipes pour se permettre d'avoir un championnat avec, par exemple, une grosse majorité de joueurs d'élite par rapport au financement des clubs, des communes, tout ce qu'il peut avoir au niveau d'un budget d'un club. Alors, est-ce que, on en parlera peut-être, il ne faudra pas créer une élite, mais une élite, comme on dit, entre la Ligue Antilles. Ça sera une discussion après. Ce qui est sûr, Président, c'est que il est libre au club d'avoir ces 5 contrats fédéraux à partir du moment où, tout en sachant que la région en prend plus en charge, je fais allusion justement au club de l'Esgosier, par exemple, qui a fait signer 5 contrats, je crois, l'année dernière, mais pris en charge que 2, à raison de 50% de bien d'accord. Ah oui, mais... Et l'autre moitié, c'est le club même qui paye. On l'a suffisamment répété. Bon, peut-être qu'on s'est mal compris là-dessus, mais bon, les clubs ont eu le temps de corriger ça assez rapidement. Le club a droit à 5, c'est ce qu'on pourrait le statut fédéral. Le statut fédéral n'a pas été créé pour la Guadeloupe, mais seulement les collectivités, les 2 collectivités avec qui nous avons travaillé, ont fait le choix, on dit voilà. Parce que c'est vrai que au départ, quand vous partez sur un projet, vous ne partez pas sur un projet à minima. Nous sommes partis sur de grands angles, et surtout après les études, on termine le projet avec 2. Ça aurait pu être 3, ça aurait pu être 4, mais après études, on s'est mis d'accord sur cela. Maintenant, si nous sommes capables de montrer que les COC ont réussi, que ça fonctionne, que nos jeunes prennent plaisir à continuer à jouer au football, là, on pourrait peut-être, au bout de 2 ans, négocier avec les collectivités. Voilà, vous voyez comment ça marche, comment c'est bien, comment ça permet à nos jeunes de jouer, et peut-être en discuter. Mais je pense que les précautions qu'ont voulu prendre la présidente du département et le président de région avec leur service est tout à fait salutaire. Je crois que nous sommes en expérimentation. Il s'agit de prendre des précautions pour être sûr que les bases que nous allons mettre en place vont nous pousser de l'avant et non reculer. Oui, alors, autre précision, l'âge est très important aussi pour le joueur. Il ne faudrait pas qu'il excède 30 ans, on est d'accord? Je peux faire signer dans mon club, si je suis président de club, un joueur au-dessus, mais ça j'assume. Oui, c'est ça, oui, c'est sa mais responsabilité. si nous mettons un cadre en place qui est d'accompagner, de structurer, il faut qu'on se donne un espace de construction. Maintenant, ça n'empêche pas un club d'aller prendre un autre joueur en dehors de ces 2-là qui soit plus âgé. Non, mais ce que je veux dire, Madame Bouliron, l'âge que vous réclamez, pour vous, c'est 30 ans, on est d'accord? 18-30 ans. Voilà. Ça, c'est l'âge donc, qui a été proposé, retenu par la collectivité régionale. Donc un club peut à la limite prendre un jeune de 32 ans avec un statut de joueur fédéral, mais il ne sera pas financé par la collectivité régionale. Ça, c'est clair. Ah oui, ok. Non, si c'est au-delà de 30 ans. Parce qu'en plus, ça peut être un ancien joueur professionnel ou un joueur qui peut apporter aussi au niveau d'un club son expérience, son vécu, et apporter aussi du club et faire la transition entre justement entraîneur,
enfin joueur, entraîneur, et accompagner un petit peu, ça peut être aussi une solution. Parce qu'actuellement, la difficulté et la critique, c'est par rapport à la qualité du jeu, de l'élément, de refaire venir du monde. Donc à un moment, même si on fait jouer, redonne confiance aux jeunes en leur donnant un statut fédéral, comme on l'a dit, on les accompagne sur un double projet, mais est-ce que c'est ça réellement qui va faire monter le niveau ? En fait, c'est là la problématique. Après, je pense que le but est qu'ils s'investissent un peu plus dans les entraînements, dans le club, et que quelque part, ça donne une dynamique dans l'équipe. Mais la problématique, elle est toujours c'est qu'il y a une minorité dans chaque club qui ont le statut, et c'est dur de mélanger les deux, quoi. Non, mais ça je peux... C'est Oui, une bien gestion, sûr. quoi. Non, mais ça c'est très intéressant. Ouais. Mais parallèlement à cela, il faut qu'on mène aussi la réflexion qui est de construire le jeune. Le jeune qui a un contrat fédéral entre 20 et 30 ans, et qui, peut-être par sa formation, il décide de faire son brevet d'état de footballeur, de devenir animateur d'association, voilà. C'est un jeune qui peut trouver sa place dans l'espace où il est, porter autre chose au club. Pourquoi pas à 32 ans, être peut-être dans le statut fédéral, mais parallèlement, être dans une situation où trouver le financement pour le financer à ce moment-là, avec le cadre de la commune, le projet communal, le projet régional d'insertion et autres. Je pense que en mettant à 30 ans, ça permet juridiquement aussi de rester dans l'insertion, justifier l'initiative prise par les deux collectivités pour être dans un cadre réglementaire. Parce que il fallait trouver comment adapter le cadre réglementaire à l'insertion, et pour que les deux collectivités puissent justifier leur accompagnement de ces jeunes. Si nous allons au-delà, ça veut dire qu'on peut ouvrir la porte à quelque chose de non maîtrisé. Mais je pense que si le jeune fait ses 3-4 ans de statut fédéral dans un club, il doit asseoir son avenir, et pas seulement dans le club, mais dans le territoire où se trouve ce jeune-là. Il faut qu'il y ait un accompagnement, parce que ce projet va prendre du sens, pas en se recentrant sur le football, mais en interpellant aussi les collectivités autour, les organismes qui s'occupent de la jeunesse, qui promotionnent la jeunesse. Je pense que notre objectif surtout, c'est passer par le football pour insérer nos jeunes, mais toucher tous les types de formations qui existent pour l'insertion de nos jeunes. Avant de poursuivre justement cette émission, nous marquons une pause couleur dans cette émission, on se retrouve tout de suite après. Retour en plateau avec les invités, nous parlons évidemment du statut fédéral du joueur. Alors, Jean Darton, est-ce que l'on peut prolonger un contrat sur 5 ans pour le même joueur? Que le statut fédéral? Oui. Ah oui, il n'aura plus de statut fédéral, mais il va continuer. Mais quel type de contrat? Ce ne sera pas un contrat lié à la fédération, au statut fédéral, mais un contrat peut-être lié dans une formation dans une entreprise ou autre, mais il n'y aura pas le statut de joueur fédéral. Il n'y aura pas de statut de joueur fédéral. Question de Gaël. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ce qui est important pour moi, en sachant que j'habite en Angleterre, c'est la visibilité des informations concernant le statut. J'entends le discours, c'est un statut qui est très important pour la jeunesse, mais ce que je manque à percevoir, c'est aujourd'hui, on prend la plupart des joueurs, je pense qu'ils viennent de l'extérieur. Ce ne sont pas forcément des joueurs guadeloupéens. Donc, concernant les clauses, maintenant j'ai découvert qu'il y a une clause concernant l'âge, mais est-ce qu'il y a une clause concernant l'origine du joueur, en sachant qu'on parle d'insertion de notre jeunesse? Et je n'ai aucune statistique, je n'ai pas de statistique à ce jour qui définit le nombre de joueurs qui sont dans les clubs, puisque c'est payé par l'État. C'est quelque chose que je pense qui peut être au moins mis à disponibilité pour tout le monde, pour montrer comment l'argent est géré. Mais est-ce qu'il y a une clause concernant l'origine du joueur? Bien sûr, Madame de Donc, au niveau de la collectivité régionale, donc, c'est vraiment spécifié que ce sont donc des jeunes guadeloupéens âgés de 18 à 30 ans. Alors, là, concernant les statistiques, nous allons donc bientôt... la Ligue a déjà donc préparé donc, le bilan de la première année. Donc, nous allons rencontrer donc, la Ligue, donc la région et la Ligue donc, se rencontrer pour voir donc, le nombre de joueurs, quel club, l'âge des joueurs qui ont été pour vraiment remonter l'information. Ça, ce sont des documents indispensables et obligatoires d'ailleurs à fournir donc, à la collectivité régionale.
D'accord. Une autre question aussi, c'est concernant... parce que maintenant, je rigole parce que je vois le concept, c'est vraiment insertion de la jeunesse. Mhm. Et le projet sportif vient à la fin. Parce qu'il y a une contrainte qui m'interroge. Est-ce que le statut professionnel de joueur définit son niveau footballistique? Parce qu'on doit s'assurer que le joueur il soit RSA. Mais qu'est-ce qui définit est-ce que c'est un bon footballeur ou pas? Parce qu'il faut deux clauses. Que le joueur soit RSA. Non, RSA, non. Oui. Non, mais vous dites qu'on n'avait pas d'informations. Vous avez une information que je n'ai pas. Non, parce que c'est défini que le joueur, il doit être soit au chômage ou il faut pas. Mais non. C'est quoi la définition? Ça, c'était les discussions de départ. On n'en est pas Ah, là aujourd'hui. d'accord. On n'en est pas là. Alors, déjà sur votre première question, vous n'avez pas de statistiques parce que bon, c'est pas encore à disposition de la presse. Mais vous les aurez tous, il n'y a rien à cacher là-dessus. Vous aurez des tranches d'âge, nous avons tout. Nous sommes en train de finaliser, vous faire remonter à la région pour faire redémarrer la nouvelle saison. Donc, ça sera à disposition de la presse. D'ailleurs, je vous invite déjà à l'Assemblée générale le 2 août. D'accord, merci. À partir de là, tout va être présenté. Parce que vous comprenez bien qu'on a le souci de le présenter tout d'abord au président de ligue, au président de club, pardon. Voilà. Et puis, mais la presse, vous aurez ce dossier-là. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on compte sur vous pour valoriser ce dossier et vraiment en faire un élément d'émergence de la jeunesse. Non, sur le RSA, c'est-à-dire, vous comprenez bien le départ. Les deux clubs veulent s'engager. Donc, les deux clubs ont mis en place les éléments qui justifient qu'un jeune soit accompagné chez eux. On a épluché avec le département, on a épluché avec la région, on a vu avec l'État. On a mis tout sous la table. Et à la fin, on s'est dit, voilà, pour que ce jeune soit concerné, voilà tel élément. D'accord? C'est vrai qu'un jeune qui bénéficie du RSA va trouver facilité d'être accompagné par ce projet-là. Mais on s'en doute bien que ce n'est pas l'élément sélectif. Le football est dans le premier lieu. Moi, je suis président de club. D'accord? Vous en doutez que si je prends quand même un jeune à Sortie fédérale chez moi, le niveau sera là. Mais bien sûr. Mais le président de la Ligue et la Ligue, voire la région du département, n'ira pas dire au président du club, c'est tel jour qu'il faut prendre. C'est à lui à savoir dans quel cadre il met le statut fédéral, quel jour dont il a besoin, quel niveau de joueur il a besoin, quel est le projet du club. Et d'ailleurs, je vous dis que la DNCG, en dehors de la dimension comptable, est très rattachée aussi au projet du club. Parce que le projet du club détermine la dimension financière. Donc la première année, tous les joueurs qui ont signé fédéraux, ils sont originaires de Guadeloupe. Alors, il y a eu, je crois, 3 joueurs non originaires de la Guadeloupe. Bon, ça a été on s'est entendu avec les papas, je pense qu'il y a une incompréhension entre nous, ça a été réglé. Bon. Mais à l'heure où je vous dis, sur la deuxième année sur laquelle nous partons... Oui, sur la première année, ça n'a pas été respecté totalement. Voilà, il y avait des joueurs il faut dire aussi que le président Le Gret et son équipe avaient posé notre demande. On pensait même au mois de départ en 2020 et il a dit, bon, en 2019, on y va. Oui, c'est allé plus vite que prévu. Plus vite que prévu, je pense qu'ils ont vu qu'on était prêts, mais seulement je pense que nous aussi, avec les clubs, parce que c'est seulement une adaptation au club. Là, les clubs qui vont signer le statut fédéral cette année se sont organisés pour, alors que beaucoup c'est plutôt arrivé en cours de saison. Là, je parle de manière générale, il y a 2 ou 3 clubs. Alors, juste une question très importante. Les organisations patronales, est-ce qu'elles ont été contactées? Est-ce qu'elles ont joué le jeu, par exemple, dans cette organisation, dans cette affaire? Alors, dès le départ, le patronat, notamment le MEDEF, est sous ce projet avec nous, et jusqu'à maintenant, ils y sont. Bon, il est vrai que nous n'avons pas pu encore concrétiser avec le patronat sous quel angle. Nous en discutons. Nous avons demandé au président du MEDEF une rencontre, je pense qu'il va venir là d'ici le mois d'août. Nous y travaillons avec eux. Nous avons pu mettre en place avec l'activité la première étape, mais je sais que plusieurs joueurs ont déjà des contrats parallèles à mi-temps de formation de travail dans des entreprises. Donc, le patronat est rentré dans le jeu par le jeu des clubs. Le but pour nous, c'est vraiment que tous les clubs soient accompagnés. Arriver à faire... mais vous savez, avant de mettre le statut fédéral en place, beaucoup de clubs avaient déjà des relations avec les clubs, un petit peu sur ce sens. Maintenant, ça prend une autre forme. Mais il y a des entreprises qui prenaient déjà des joueurs à la demande des présidents, mais maintenant, ils ont un cadre plus structurel, je dirais, pensé autrement.
qui permet de garantir aussi au président, aux jeunes aussi, qu'au bout, il y a une certification ou autre par rapport à sa formation. Ce matin, j'ai rencontré un jeune qui m'a demandé conseil, dont le but est de devenir électricien, qui est très bon footballeur et qui cherche une entreprise capable de lui donner, par rapport à ce que lui propose le club, parallèlement autre chose. Je pense que le marché va s'ouvrir avec toutes les annonces qu'on a entendues hier du président de la République. Ça devait aider. Alors, quand vous recevez, intégrer ces président, quand jeunes. vous recevez des demandes, comme c'est le cas, hein, quand vous recevez des demandes comme ça, est-ce que vous-même vous rapprochez de ces entreprises ou vous faites quoi pour ces jeunes? C'est un peu aussi le rôle de d'accompagner. Déjà, les présidents de club ont leur démarche avec les entreprises. Mais nous, avec le MEDEF, avec toutes les structures patronales, c'est aussi nous, à la Ligue, de permettre au club de trouver du lien pour faciliter les choses. Voilà, nous sommes dans ce cadre-là. Mais je sais qu'actuellement, quand on regarde bien, on faisait une analyse là avec le secrétaire de la Ligue, avec le directeur, nous avons 4 ou 5 clubs quand même qui ont une très forte relation avec des entreprises. Maintenant, pourvu que ça dure, parce que nous sortons du Covid-19. Alors, Je veux juste ajouter. Ouais. oui, allez-y, Madame Boul. Oui, en fait, je voulais juste ajouter que le DMEDEF est à l'initiative de la signature d'une convention sur l'insertion professionnelle des jeunes par le sport. C'est une convention qui a été signée en décembre 2019 avec l'ensemble des partenaires, donc avec la collectivité régionale, la collectivité départementale, également la mission locale et d'autres acteurs. Et par cette convention, les jeunes pourront éventuellement, donc ça serait un moyen de rapprocher d'ailleurs les jeunes qui sont donc statut de joueur fédéral avec donc les moyens qui ont été mis en place dans le cadre de la convention pour éventuellement permettre aux entreprises de prendre un jeune pour un stage, un jeune qui suit une formation, qui a besoin donc d'avoir une entreprise pour la partie pratique pour sa formation, pourrait donc trouver donc l'entreprise du MEDEF. Alors, qui fait la démarche alors? C'est le jeune même ou alors c'est carrément le club? C'est vrai que c'est une convention qui a été signée en décembre, mais après, donc, il y a eu, donc, dans la mise en œuvre, je crois que bon, ça s'est un peu ralenti. Donc, ça sera l'occasion, donc, en fait, les clubs devront relancer, en fait, les acteurs de cette convention, la signature de cette convention pour pouvoir permettre à leurs joueurs fédéraux de profiter, donc, de stages d'entreprise. Voilà. Alors, Jean Dartron, on a beaucoup parlé d'ailleurs de la participation de la région dans cette affaire. Bon, malheureusement, le département n'est pas présent pour répondre convenablement, mais vous avez suivi un petit peu les travaux. Quelle est la participation du département dans ce contrat fédéral? Alors, le département et la région, nous avons travaillé ensemble, les deux collectivités ont travaillé ensemble sur ce projet. Et d'ailleurs, on s'en félicite, et que ce soit le président de la région, que ce soit la présidente du département, on peut dire que les services autour de ces deux collectivités ont vu l'intérêt, on a travaillé ensemble. Donc, disons que nous sommes partis sur un principe, le schéma suivant, parce que suivant les compétences de l'un et de l'autre, on a pu évaluer un petit peu la participation. La région a cette compétence de formation, d'insertion. Le département a cette dimension insertion et sociale. Donc, on s'appuie sur les compétences de tout un chacun. Nous avons 14 clubs, donc 28 joueurs concernés. Donc, la région est à échelle de la prise en charge de 20 et le département de 8. C'est cela. Et là, comme l'année prochaine, nous allons donc nous trouver exceptionnellement pendant un an avec 18 clubs, dont 17 concernés, parce que le CFA ne sera pas concerné par cela. Donc nous avons entamé des négociations avec les deux collectivités, des discussions pour pouvoir venir avec un avenant exceptionnellement sur l'année. Voilà. Donc, et toujours les 50%, quoi. Oui, nous sommes sur 50%. Les deux collectivités avaient déjà voté sur cela l'année dernière. Actuellement, les deux collectivités se préparent à passer à l'année N+1, notamment le département, la région, c'était déjà fait, le département a été voté, la convention, les nouvelles conventions seront signées si tout se passe bien, si le coronavirus ne nous ramène pas en arrière, l'Assemblée générale du 2 août. Steve? Ouais, non, mais je trouve que ça engrange quand même un sacré montant quand même par rapport au nombre de clubs qu'on a. Surtout que là, l'élite, cette année, pour cette année, je pense que c'est exceptionnel. On a 18 équipes, donc on a dit 17.
moi, je bloque là-dessus parce que je vois actuellement mon économie elle est en train de chuter quand même un petit peu, même s'il y a une partie qui risque de se relancer. Mais en attendant, on est quand même dans une crise. Donc, on était déjà avant le corona quand même avec des difficultés des entreprises pour aider et accompagner les clubs. Donc, est-ce qu'en ayant autant d'équipes, est-ce qu'on facilite aussi l'élite et est-ce qu'on facilite aussi justement cette aide? Alors, moi, je serais pour qu'on réduise au maximum l'élite pour justement qu'on valorise cette élite et qu'on puisse porter. Alors, sous différentes formes, je pense qu'il faut en discuter avec plein de personnes, mais la difficulté, elle est là. C'est-à-dire que pour devenir une élite, il faut qu'elle soit une minorité. Et là, actuellement, pratiquement le championnat, on est pratiquement à la moitié de clubs. On va dire il y a 3 poules, mais je veux dire, c'est quand même trop important par rapport au pourcentage de la Guadeloupe, je pense. Tout en sachant qu'on va revenir à la normale après. Oui, on devrait revenir à la normale, mais même malgré ça, je ne suis pas sûr qu'au niveau de la collectivité, est-ce qu'il ne faudrait pas... Moi, de toute façon, je milite pour ça, parce que pour moi, ma vision, elle est vraiment... même au-delà, comme on avait dit, même à niveau de la Fédération française, moi je pense qu'à un moment ou à un autre, on sera obligé, Guadeloupe, Martinique, Guyane, pour relancer un petit peu le football sur la Caraïbe. Alors peut-être que la Fédération française ne pourra pas le faire, peut-être que la CONCACAF pourra le faire. C'est-à-dire créer une dynamique, soit la Fédération française dit de subventionner un championnat élite Antilles, et on se retrouve avec 3-4 équipes d'ici qui seront vraiment accompagnées par la région, et dans toutes les 3 régions, pareil, de la même façon. Et là, on va créer une élite et on va créer vraiment, faire monter le niveau vers le haut. Ou alors, avec la CONCACAF, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité justement de s'orienter vers cette politique-là qui permettra d'avoir une minorité de joueurs ici qui représenterait une élite et puis ainsi refaire venir du monde au stade. Et là, on pourra peut-être que même les départements, la région ou même l'État ou la CONCACAF participera plus financièrement et avec beaucoup moins de joueurs. Je viens d'entendre une réponse. C'est une idée globale, mais à un moment, il faut être réaliste par rapport à la conjoncture actuelle. C'est ça que je rassure Steve. Maintenant, si nous passons par ce chemin, il ne s'agit pas de s'arrêter là et de dire voilà, on a abouti. Bien sûr, et là je comprends parfaitement, est-ce que ce projet-là peut se pérenniser autour de 14 clubs? Est-ce qu'il ne faut pas revenir à 12? Est-ce qu'il ne faut pas même partir sur Guadeloupe, Guyane, Martinique? Et on sait qu'on a les 4 millions de Guadeloupe, 4 millions de Martinique, 4 millions de Guyane. Je pense que nous avons mis en place quelque chose. On va tirer les enseignements pour que le football d'élite puisse... On en a besoin, le football de haut niveau. De toute façon, pour qu'on soit concurrentiel dans la CONCACAF, il faut passer par ce chemin. Mais on va s'appuyer sur cela, ce qu'on a mis en place, et voir comment améliorer les choses. Pendant que je vous parlais, avant le Covid-19, au mois de mars, au moment où on a arrêté, nous sommes en réflexion dans la Caraïbe d'un espace professionnel du foot. Sachant que nous ne sommes pas fédération, c'est peut-être sur ça que nous allons nous appuyer pour nous adapter à ce que la CONCACAF et l'UFC vont proposer par la suite. Je crois qu'il fallait enclencher une perspective, une mise en place d'un socle qui va nous servir de référentiel. Comme on va rendre compte à la presse et au monde du football de la première année, je dois rencontrer bientôt mes collègues de Martinique et de Guyane pour faire le point avec eux. Parce que cette expérimentation en Guadeloupe va servir à la fédération pour savoir si l'ouverture va être portée en Guadeloupe et en Martinique. Mais il est vrai, et je retiens bien, et là il n'y a pas de divergence là-dessus, dans une réflexion profonde, on va s'appuyer sur ça pour voir quelle perspective on donne au football. Moi, je pense, et ça l'a vu du président, parce que pour le moment, je vais le présenter un jour au président de clubs qui vont décider. Il est vrai qu'à 14, peut-être que ceci ne sera pas pérenne. Il faudrait qu'on réduise. Mais il faudrait aussi que ce projet Guadeloupe, Martinique, Guyane ne reste pas... Il y a longtemps qu'on en parle. Le président Ouigar avait fait une tentative. D'ailleurs, la Restar avait été le club champion à ce moment-là. Mais ça n'a pas poursuivi. Pourquoi? On connaît bien. Il y avait à l'époque M. Darmon qui était le grand argentier du football français, qui mettait en place, qui était en même temps sur les responsables du PSG. Et la manière dont ça a été mis en place, ça n'a pas tenu longtemps. C'est un très beau projet.
Mais là, il est vrai que je ne vous cache pas que les discussions avec la fédération des 3 ligues Guadeloupe, Antilles et Guyane ont déjà été enclenchées. Parce que surtout que, comme on dit, vous n'avez pas de montée. Il y a des réglementations qui se font pour des joueurs. Par exemple, ils font champion de DH et ils ne peuvent pas monter. Justement, réclamer, parce que les clubs qui montent de DH en national, ils ont une enveloppe financière qui monte. Et dans ce cas-là, pourquoi cette enveloppe-là, il ne permettrait pas de le financer dans tout, le plus cher dans ce championnat, c'est les transports. Le projet Les transports et le logement. Le projet est déjà pratiquement écrit. Voilà. La fédération, je ne pense pas, joue sous Ça la fait une dessus. séphardie ou... Mais pour nous, c'est surtout nous trouver l'accompagnement nécessaire. Ouais. Parce que la fédération peut dire, bon, j'emmène les 2 tiers sous la table. Ouais. Mais le tiers qui manque. Ouais, bien sûr. Il faut aller chercher. C'est là Oui, qu'on mais après, quand c'est on là a qu'on une a besoin minorité du de clubs, patronat. c'est quand même plus facile. Si par exemple, de la région Guadeloupe, il y a 3 ou 4 équipes, 4 équipes Martinique, 4 équipes Guyane au départ, et que le championnat se fait, et qu'il y a une équipe qui... Voilà, ça permet d'avoir déjà un moins de clubs à gérer. C'est un projet. Le projet existe. C'est Le ça. projet est là, Ouais, ouais. mais il faut que le projet trouve vraiment, je dirais, son existence par rapport à peut-être ce qu'on met en place là maintenant. Ouais. Et voir comment mener la réflexion plus loin. Parce que ne pensez pas qu'en mettant le statut fédéral ou en créant le CFA, on a atteint la limite des choses. Non, au contraire. Non. Ce sont 2 piliers qui vont nous permettre de mener notre football vers d'autres Comme le perspectives. surface, Alors, c'est une belle expérience quand même. Oui, alors justement, pour rester toujours dans le cadre d'ailleurs de ce contrat fédéral, quelles sont les causes en fait qui peuvent mettre fin justement à ce contrat, par exemple? Mettre fin à ce contrat, c'est que les clubs n'ont pas adhéré, les clubs ont eu peur, que les comptabilités des clubs ne permettent pas, que les collectivités ne veulent pas continuer le projet, qu'on demande d'insérer les jeunes par le football, mais ça ne les intéresse pas, ils préfèrent partir ou autre, ou encore... non, pour le moment, je me pose la question autrement. Oui. D'accord, vraiment autrement. Et de Alors, dire, comment vous la posez qu'est-ce au qui manque président pour que ça aille encore plus loin? Parce que je pense qu'on est plutôt bien parti. D'accord. Je crois que la manière dont ça a été mis en place 2019-2020, les échos que je la Fédé, en fait, ils n'y croyaient pas. Mais ils nous ont toujours soutenus. Ouais. Et là maintenant, je crois que nos clubs ont compris le sens. Parce que vous savez, s'il a été à jouer dans ce championnat, il y a longtemps que nos clubs cherchent par tous les moyens d'aider les joueurs. D'aider les joueurs, soit par l'emploi, soit les aider à faire leur maison, soit aider à... Soit avec les voilà, entreprises, par exemple. soit aider même la famille du jeune. Je crois que le président se battait. Mais maintenant, je pense que ça va toujours continuer, ça a toujours existé. Mais au moins, on a un référentiel qui est là, qui est structuré, qui permet de consolider l'accompagnement qu'on fait vers ce jeune-là. Alors, Et c'est vrai qu'on en a 2. Oui. J'ai compris tout de suite, ce serait mieux qu'on en a 5, mais bon, Voilà. on n'est pas encore... Parfait. Alors, Gaël, question. Moi, je reviens en fait sur le contexte d'aujourd'hui. Ce qui est important de noter, c'est le financement de la région peut emmener de la confusion dans ce dossier. En éliminant le financement de la région, on s'arrête à 5 joueurs. Et les clubs doivent avoir des moyens financiers pour pouvoir prendre en compte ces joueurs. Oui, Moi, j'essaie de comprendre au niveau de la Ligue, comment accompagnez-vous les clubs pour qu'on ne puisse pas se retrouver dans un déséquilibre footballistique. Les plus gros clubs avec les budgets vont bénéficier plus facilement d'intégrer ce processus que les autres. Où est le déséquilibre et comment accompagnez-vous les clubs, puisqu'aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur les budgets des clubs? On n'a pas de visibilité, si. Les clubs sont contrôlés. Oui, ils sont contrôlés, mais c'est pas public, je veux dire. Non, ouais. Le budget des clubs. C'est la paix des ménages. Attendez, les clubs sont pas contrôlés, les clubs vont quand même pas mettre sur... voilà. Je pense que jusqu'à maintenant, Marseille est un gros club au Paris Saint-Germain. On parle des transferts, on ne voit jamais les comptes de Paris Saint-Germain. On a accès au bilan financier. Oui. On a accès au bilan financier. On a reçu des clubs de Coupe de France ici qui sont au niveau fédéral. Ils disent leur budget clairement du club à l'année. Mais nos clubs, je pense que c'est là leur souci parce que les clubs votent en assemblée générale, leur compte s'est présenté publiquement. Et je pense que la presse, attendez, la presse reçoit l'invitation. D'accord? De même, non, la Ligue fait pareil, la presse est invitée. Donc maintenant, est-ce qu'ils font une communication? Nous ne sommes pas à un niveau professionnel, nous sommes une simple association. J'ai bien compris votre souci là-dessus, il n'y a pas de problème là.
Gros club, grand club, club qui a des moyens, club qui n'a pas les moyens, je pense que si nous avons fait cette étude, réfléchi avec les deux collectivités, et en mettant un équilibre, en disant 2 par club, d'accord? On n'a pas simplement dit les clubs qui ont des joueurs fédéraux, on va financer. On a mis une dimension sociale dedans, parce que chaque club a cette possibilité. Quel que soit le club de R1, il a la possibilité d'avoir 2, et pas 3 des collectivités, pas 1, mais 2 s'il le veut. Donc je pense qu'on a un référentiel qui donne la dimension qu'on a voulu que tous les clubs, De la même façon. avec les moyens portés par les deux collectivités, soient équilibrés. D'accord? Maintenant, si un club a les moyens de venir fermer s'il venir en Guadeloupe, je ne m'en plaiderai pas. Mais après, il y a aussi D'accord. beaucoup de... C'est parce que nous sommes les premiers. Ça, c'est la façon de nos footballs. Nous sommes les premiers à plébisciter ce qui se passe au haut niveau, où on a des clubs qui réussissent avec leurs petits moyens, mais au fait, nous supportons ceux qui ont les beaux moyens. Voilà. Il y a aussi c'est pour ça que... une grosse partie des joueurs aussi qui peuvent faire pratiquer le football, être licenciés et le faire vraiment en toute passion du football et en équilibre personnel. Il y a beaucoup de joueurs, parce que là, on en a parlé beaucoup, même avec les arbitres, et même eux pensent que tous les joueurs sont payés. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des saisons et des années entièrement sans avoir touché une prime de match ou quelque chose, et par simple plaisir, et par simple équilibre aussi de soi-même, de son corps, et même social. Pour avoir été éducateur longtemps sur le exactement. terrain, je peux vous dire que 80% de mes joueurs étaient dans ce schéma. Voilà, exactement. Alors, je reviens juste sur un point. Le point que j'ai fait n'était pas sur questionner le financement de la région, puisque j'estime que c'est quelque chose qui est acquis, mais d'innovateur. C'était sur le concept de 5 joueurs fédéraux et comment s'assurer que cette compétitivité ne soit pas déséquilibrée. Mais je comprends tout à fait que la région est... La région et le département. Oui, alors, dernière question, dernier sujet que nous allons aborder, c'est la DNCG, c'est la Direction nationale de contrôle de gestion, on le sait, qui est une commission indépendante de la Ligue de football professionnelle. Alors, ce que je voulais savoir, est-ce qu'en 2019, il y a eu un contrôle? Non, mais il y a des contrôles. Les clubs sont visités 2 à 3 fois dans l'année. Là, il y a une commission, il y a une commission. Si. Il y a la DNCG nationale qui a mis en place la DRCG locale. La CRCC, contrôle régional des clubs, de gestion des clubs. Et les clubs là, de R1 vont bientôt passer devant la commission à partir de fin juillet, je crois. Je pense que le calendrier est déjà en place. Ils préparent déjà leur comptabilité. Je sais que la semaine dernière, le président club vient de me voir pour me dire qu'il est convoqué telle date, mais son assemblée n'aura pas lieu de comment faire. Bon, il a été en communication, parce que il faut dire que nombre de clubs font leur assemblée un peu avant décembre, la saison a commencé. Mais là, ils savent qu'ils feront le maximum pour que leur comptabilité soit prête et présentée. Parce qu'il y a une chose essentielle, c'est que vous comprenez bien maintenant que tout club de R1 qui souhaite engager ceci ne peut plus ne pas être suivi par un cabinet d'experts comptables pour s'assurer que les choses sont en bonne forme. Très important. Alors Gaël, Caraïbes Sport, qu'est-ce que le journal va nous montrer, va nous présenter en gros? Donc le dernier numéro qui est sorti il y a 1 semaine et demie, on s'est concentré sur le football en famille. Oui. On s'est rendu compte que par rapport à sa relation des parents. On prend Steve, par exemple, c'est un grand footballeur et il y a son fils maintenant, mais on s'est intéressé à la famille Hérel, martiniquais, Auvray, guadeloupéen, Marigat, guyanais, et aussi Montlouis. Sa fille, elle joue pas au foot, mais elle est devenue avocate sportive, elle est très renommée, et une influence de la mère peut avoir un impact important. Et donc, vous avez retrouvé tout ça. On a parlé aussi du CERFA. On a fait un tour, une visibilité 360, puisque le CERFA englobe de la SSS Performance sur Guyane, Martinique. Et donc, on pensait que c'était important de mettre ça en avant. Et on peut le trouver où? On peut le trouver sur Internet, sur notre page Facebook Caraïbes Sport. Aussi, pour les gens qui sont abonnés à la presse numérique, on a passé un partenariat avec Caféine. Donc, c'est disponible sur le site de Caféine et il suffit de vous abonner.
Oui, et puis, vous savez, si vous voulez vraiment perdre votre masse graisseuse, puisque c'est vrai, il y en a pas mal parmi nous qui a une masse graisseuse, eh bien, il faut vous rapprocher de l'association Sport Passion qui met en place pendant tout le mois d'août plusieurs séances stratégiques en mode de dépenses caloriques. Alors pour ça, il faudra téléphoner parce qu'il y a plusieurs numéros d'appel, au 06 690 29 69 39. Un deuxième numéro, le 0690 65 67 33 et le 0690 67 63 49. Voilà qui met un terme à cette émission. Donc, un tour de table rapide avec vous, d'abord, Président. Nous remercions. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Nous remercions Canal 10 qui nous accompagne et nous permet de présenter au public ces différents projets du football, dont notre souci premier est vraiment que le niveau reparte de l'avant, que les clubs se structurent de mieux en mieux et surtout que notre jeunesse continue sa passion et puis sachant ce que nous voulons vivre, mettre tout en œuvre pour que le foot reprenne. Les jeunes en ont besoin. Ce matin, on a une réunion de travail avec le département, on a une réunion avec la région qui arrive sur le redémarrage des clubs. Ça ne sera pas évident, mais nous mettons tout en œuvre pour que le foot soit aussi au service d'une société qui est un peu en souffrance en ce moment. Madame Broliron. Oui, je veux simplement dire qu'en fait, qu'il ne faut pas perdre de vue que ce sont donc des contrats à durée déterminée de 5 ans. Et que le jeune donc, qui a par exemple 18 ans a besoin donc de... C'est important de pouvoir l'insérer, ça c'est vraiment fondamental. Profiter, il ne suffit pas de donner de l'argent pour juste jouer au football. C'est une opportunité. Il faut vraiment faire ressortir le volet insertion, ça c'est important. Gaël. Donc merci beaucoup à Canal 10 et merci aussi aux invités d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup aux invités d'avoir répondu à nos questions pour ce projet innovateur. Et qu'on va continuer à suivre et en espérant que ça va, que ça va donner des résultats positifs. Voilà, Steve. Moi, j'attends avec impatience que le championnat reprenne, qu'on puisse aller un peu filmer nos rencontres. Donc, on ne sait pas si ça sera avec les spectateurs ou pas. Pour l'instant, on est en attente. La tendance est bonne. La tendance est bonne. Bon, et on espère qu'ils seront nombreux à venir soutenir nos jeunes, qu'on fait tous les week-ends pour essayer de mettre en valeur et venir encore pour ce nouveau challenge et ce nouveau championnat qui s'annonce quand même de plus belle. Oui, c'est la dernière débutation il y a quelques heures. Voilà, justement, jusqu'à minuit. Ça va bouger. Alors, il y a des transferts, mais bon, on les aura. Tout à fait. Qu'est-ce que j'allais dire? Et puis, l'Assemblée, l'ouverture de la saison, ça va être le 14 août, précisément. Et puis, l'Assemblée générale le 2 août, au World Trade Center. Vous êtes déjà invité d'ailleurs, ça va se préciser, mais bon, nous sommes en train de finaliser. Le 2 août, et d'ailleurs, le département n'est pas là, mais ce matin, la remise du titre de trophée de champion à l'Est Gosier, probablement, si tout se confirme, ce sera le 29 juillet. Parfait. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé dans cette émission. Merci aussi à vous, chers amis téléspectateurs. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision, à savoir Canal 10. Au revoir. Et 14 aussi. Donc,